Bonjour tout le monde, bienvenue sur Plein Phare pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jules Boyadjian, ancien conseiller parlementaire de Bernard Cazeneuve au moment des attentats de Paris en 2015. Un épisode important pour nous qui nous permettra de revenir avec Jules sur son parcours, bien sûr, mais aussi sur les fonctions et le rôle d'un conseiller parlementaire auprès d'un ministre. Plein Phare sur Jules Boyadjian, on est parti. Ces remerciements, je les dois Une équipe à l'énergie incroyable. Merci. à mon cabinet, bien sûr. Le travail qu'ils ont accompli à toute heure du jour et souvent de la nuit. Jules, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur vos fonctions de conseiller parlementaire, je me suis permis de regarder un petit peu votre CV avant de faire cet épisode. Et j'ai remarqué qu'après vos études à Sciences Po Bordeaux, vous avez été attaché parlementaire à l'Assemblée nationale et pas auprès de n'importe qui, puisque c'était François Hollande. Et ma première question pour démarrer ce podcast, c'est comment on atterrit là, juste après ses études, auprès de François Hollande, le futur président de la République à ce moment-là? À cette époque, il n'était pas encore certain qu'il allait devenir président de la République, puisqu'on était en 2009. Il avait quitté Solferino, il était président du conseil départemental, il avait bien cette intention, mais elle n'était pas encore totalement partagée. Et à l'issue de plusieurs engagements associatifs que j'avais eus par le passé, et de rencontres les unes en amenant d'autres, j'ai été amené à faire un stage au cours de l'été 2009. Et à la fin du stage, il m'a dit qu'on allait bien trouver une organisation pour que je puisse rester le temps de ma 5e année. Et c'est une organisation que nous avons trouvée et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Vous démarrez avec lui suite à un engagement partisan ou c'est une opportunité qui se développe pour pouvoir avoir l'opportunité de mener votre stage avec lui? Ah, moi, je déconseille formellement d'aller avec un député avec qui on ne partage pas les valeurs. D'abord parce que le poste d'assistant parlementaire est très différent selon les députés et que par conséquent, il y a un lien assez particulier qui se passe avec le député ou le parlementaire en question. C'est un poste politique et donc il faut préparer, il faut partager les valeurs et les convictions du député pour lequel on travaille. Vous devenez quelques années après conseiller parlementaire Mhm. auprès de Bernard Cazeneuve, qui est le cœur aujourd'hui de notre épisode, la raison pour laquelle on se voit. Comment on devient conseiller parlementaire? En fait, moi, ça s'est passé de manière naturelle puisque j'ai fait la campagne de François Hollande. J'ai quitté le poste d'assistant parlementaire quand la campagne elle a commencé. J'ai été embauché par la campagne présidentielle. Et j'avais comme responsabilité de travailler auprès de Manuel Valls autour des porte-paroles. Les porte-paroles, il y en avait 4, Najat Vallaud-Belkacem, Delphine Batho, Bruno Leroux et donc Bernard Cazeneuve. Et on travaillait en direct avec le directeur de la communication de l'époque, qui était Manuel Valls. Et à l'issue de la campagne, bon, il y a toujours, quelques jours pendant lesquels ça s'active, ça s'excite. Les rapports de proximité sont activés pour constituer les cabinets et pour les membres de l'équipe de campagne se positionner. Et j'avais plusieurs opportunités. Clairement, celle de travailler pour le ministre délégué aux Affaires européennes n'était pas la plus prestigieuse. Mais Qui était le futur poste de Bernard Cazeneuve? exactement. Mais j'avais noué un lien avec lui. J'avais parfaitement, enfin pas parfaitement en réalité, j'avais conscience qu'il avait un potentiel vraiment de développement au sein de ces 5 années. Honnêtement, je n'avais pas imaginé que ce serait à ce point-là. Et assez naturellement, il m'a dit qu'il allait devenir ministre délégué aux Affaires européennes, qu'il y avait un défi qui était très significatif avec le Parlement puisque c'était, on s'en rappelle peut-être pas, mais le traité sur la stabilité, la coordination, la gouvernance que nous avions dit que nous allions renégocier, que nous n'avions pas renégocié sur le fond, mais par que nous avions mobilisé comme un levier de négociation pour obtenir des compensations. Et il fallait pouvoir le faire digérer par le Parlement dans un contexte où le Parti socialiste s'est toujours marqué par une relation, parfois conflictuelle avec les traités européens. Donc c'était déjà un défi qui était très important et il m'a dit: «Bah voilà, j'ai besoin de toi pour m'aider à faire passer ce truc-là». Et au-delà de la mission, comment vous en parliez juste avant, comment on noue cette relation avec le ministre?
Bah, dans une campagne présidentielle, à l'époque, il y avait pas Twitter, mais d'ores et déjà, il y avait, 2 dramas par jour. Donc à partir de ce moment-là, on dort, on vit avec, les personnes qui sont membres de l'équipe de campagne. On fait des déplacements avec eux, avec elles et les choses se font assez naturellement. Le rôle d'un conseiller parlementaire concrètement, à quoi ça consiste? Bah, je vais vous faire une réponse, hem, pas pas franche, en fait, ça dépend du ministre. Heu, Clairement, si vous travaillez au ministère de la Justice, comme on est sur, du dom dans le domaine, notamment dans le domaine pénal, tout passe par la loi. Donc vous êtes énormément mobilisé au Parlement. Quand vous travaillez aux affaires étrangères, vous faites passer des, traités internationaux ou au ministère de la Défense. En réalité, c'est pas le même travail. Moi, j'ai eu des expériences différentes. Aux affaires européennes, on a été, très clairement, quand on est allé aux affaires européennes, heu, on s'est dit, «On a un Himalaya qui va être le TSCG», le traité européen, on s'en est plutôt bien sorti et puis après, il y avait la négociation du cadre financier pluriannuel, mais qui se passait à Bruxelles et puis, je pensais que j'avais fait le plus dur du travail et au mois de février, Jérôme Cahuzac, révèle, qu'il a, commis des infractions en lien avec, le domaine qui était le sien au ministère du Budget et puis d'un coup, vous arrivez au ministère du Budget et puis d'un coup, vous faites une loi sur la fraude fiscale, donc là qui est enfin voilà, avec, dans un contexte très particulier Bien comme sûr. vous l'imaginez, hem et puis après vous avez le budget. Ce qu'il faut savoir quand on est au budget, c'est que, le boulot du ministère du Budget, c'est de faire passer un budget. Donc tout le monde fait du parlement. Vous avez dans ce cadre-là un rôle qui est plutôt celui d'un maillon d'une chaîne qui est entièrement orientée vers, l'activité parlementaire. Ce qui consiste à, convaincre les députés, faire de la pédagogie auprès d'eux. Bah, disons que c'est un travail qui est beaucoup plus partagé au ministère du Budget, notamment sur la partie fiscale, sur la partie des dépenses. En fait, il y a le ministère du Budget, il est organisé avec, 2 facettes, une facette dépenses et une facette recettes. Les recettes, c'est le fiscal, c'est ce qui plaît aux députés, c'est ce sur quoi ils ont la main et donc en fait, tout le monde contribue au sein, du, cabinet à convaincre les parlementaires. Quand vous arrivez au ministère de l'Intérieur, c'est tout à fait différent. Au ministère de l'Intérieur, il y a à peu près, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais heu, je pense entre 160 et 180 000 policiers, une centaine de milliers de gendarmes, une administration, préfectorale et donc la principale arme, du ministre de l'Intérieur, c'est le décret. C'est pas, particulièrement la loi, même s'il y a toujours une grande loi, sur la sécurité, parfois une loi sur l'immigration. C'est pas le cœur de l'activité. Donc en fait, vous avez un cabinet dans lequel il y a, le conseiller police et son petit pôle, le conseiller gendarmerie et son petit pôle. Il y a une partie du cabinet qui est organisée, qui est la plus importante, en nombre et en sujet un peu sensible autour de la sécurité. Et puis, vous avez une petite part, du cabinet qui est en charge, donc la sécurité, l'administration territoriale de l'État et puis vous avez une petite part qui est fait pour faire du parlement. Et nous, la caractéristique, c'est qu'on a fait énormément de lois. Donc et qu'on a eu énormément de commissions d'enquête parlementaires sur le dos et donc ça a été de fait, assez déstabilisant pour l'ensemble du ministère. En plus, j'avais la chance d'avoir un ministre qui aimait le parlement. Et par conséquent, ça a été très déstabilisant pour le ministère de l'Intérieur. Donc je vais répondre à votre question, j'ai été un peu long. C'est pas exactement la même chose quand on est, au ministère, dans des ministères qui fait peu de lois et dans des ministères qui fait beaucoup de lois. Donc chaque job est différent. Quand vous dites que le ministre aime le parlement, ça veut dire quoi? Bah, déjà, ça veut dire qu'il va pas, comment dire, éviter l'obstacle. Donc il va être capable de faire des lois, d'être force de proposition. De faire, du parlement, le moment, où il,
affirme son autorité, sa crédibilité, sa légitimité, ça a été le cas, qu'il considère que les questions au gouvernement sont un moment où il stabilise son langage, ce qui était le cas dans sa situation, qu'il ne va pas se faire remplacer au Parlement, qu'il va assumer d'aller beaucoup en commission. C'est tout ça, un ministre qui aime le Parlement. Et par sa nature d'ancien parlementaire, par sa nature d'avocat également, il avait cet amour du Parlement. Et c'est vrai que c'était, de ce point de vue-là, un plaisir de travailler avec lui. Je le disais en introduction, vous étiez en fonction lors des 2 attentats commis, sur le territoire français en 2015, en janvier et en novembre. On tourne l'épisode, on est, en fin novembre, donc ça nous paraissait intéressant et essentiel de revenir aussi sur cet épisode-là, des attaques, du 13 novembre. Hem, Comment ça se passe et comment on vit un tel événement de l'intérieur, encore plus quand on est auprès, d'un ministre de l'intérieur, donc qui sera complètement en première ligne de cet événement sur le territoire français? Et également, pour peut-être lancer encore plus le sujet, comment se déroule votre soirée du 13 novembre, Mmh. au moment où vous apprenez ce qui se passe? Mmh. Bah, déjà, il faut savoir que c'était pas le premier attentat le 13 Bien novembre. Il sûr. y avait eu les attentats de Charlie Hebdo. En réalité, il y avait eu des attentats, tout le monde l'a oublié, mais dans des marchés de Noël, un peu avant Charlie Hebdo. Heu on avait, mis en place, tout un arsenal juridique, pour, nous préparer face à la menace terroriste à laquelle on était confrontés. On avait fait adopter, une loi renseignement. À l'époque, je me rappelle très bien, on a eu un changement de directeur de cabinet au début de l'année 2015. On lui avait dit, «Il y a cette loi sur le renseignement, mais jamais on la fera». Bon, 5 jours après, il y a les attentats de Charlie Hebdo, et 5 jours après, on décide de faire la loi sur le renseignement. Qui est promulgué en juin ou juillet, En juillet, oui, je crois, de cette année-là. Précédemment, on avait fait la loi du 13 novembre, 2014 renforçant les dispositions de lutte contre le terrorisme, qui avait, permis, là aussi d'adapter notre réponse, pénale, au nouvel fonctionnement, du terrorisme de Daesh. Donc on est, juridiquement déjà assez bien armé. Le 13 novembre, écoutez, moi, j'étais avec, on était un vendredi donc, un peu tardivement, je rejoins des amis pour un anniversaire. Heu, j'ai des amis qui m'appellent, qui me disent: «Il se passe quelque chose de bizarre, il y a des coups de feu, dans le 11e». J'appelle le directeur adjoint de cabinet, il me dit, qu'il vaut mieux que je rentre à Beauvau tout de suite. Donc je prends une voiture, je vais à Beauvau. Je constate, moi, ça avait été un très gros choc pour moi, que les grilles à l'entrée sont fermées et que les forces de l'ordre en charge de la sécurité de Beauvau sont à l'intérieur. Donc je me dis: «Il se passe quand même quelque chose de très grave». Et puis après, évidemment, on voit, des agents qui sont absolument remarquables d'investissement. Tout le monde est concentré sur sa tâche. Très vite, on comprend, ce qui se passe au cours de la nuit. Alors, ce qui avait été exceptionnel, chez, Bernard Cazeneuve, ça avait été la traque des frères Kouachi quelques mois auparavant, où, ça fait un peu partie de sa mythologie, mais c'est aussi une réalité. Il avait rassemblé, l'ensemble, des forces de police et de gendarmerie. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, au moment, de la traque des frères Kouachi, Heu, lorsque on a un débriefing, qui est fait à Bernard Cazeneuve, on a le représentant de la préfecture de police qui dit: «Bah, voilà, moi j'ai suivi les frères Kouachi jusque-là». Puis après on a le représentant de la zone police, le DGPN qui dit: «Bah, moi j'ai pris la suite, et donc on peut l'avoir de là à là», et c'était au ministre lui-même de faire cette espèce de synthèse qui était absolument absurde. Et puis pareil en zone gendarmerie. Et ce qu'il était parvenu à faire, c'est rassembler l'ensemble des forces de police, l'ensemble des forces de gendarmerie dans le même endroit, qui était la salle qui était adjacente au cabinet, qui s'appelait le fumoir. Et donc il y avait cette salle du fumoir qui était déjà organisée, et c'est naturellement,
réunis autour du 13 novembre pour lancer les opérations de police. Moi, dans cette affaire, c'est les opérationnels qui prennent la main. Donc, de facto, je suis pas un opérationnel. J'ai peu de choses à faire, si ce n'est que donner un petit coup de main ici ou là. C'est ce que vous dites dans un récent témoignage. Vous dites que votre rôle à ce moment-là revient à un rôle de petite main. Exactement, on est une petite main. On est une petite main et puis après on appelle les députés quand ils parlent un peu trop dans la presse pour leur dire d'arrêter de parler dans la presse et Le généralement soir même. oui, le soir, je sais plus si je l'avais fait ce soir-là, mais ça m'est arrivé de le faire dans des cas dans des cas comme Similaire. ce similaires, voilà. On se réunit, il y a le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques qui nous réunit, avec qui on se réunit, le directeur adjoint de cabinet, et je me rappelle plus 1 ou 2 personnes qui étaient avec moi. On se dit: «Bon, on va proposer, l'état d'urgence». L'état d'urgence, c'est un ordre juridique qui date de 1955, qui était prévu à l'époque pour la guerre d'Algérie, donc qui était totalement, anachronique. Donc, on va décréter l'état d'urgence. De quelles dispositions avons-nous besoin? Parce qu'il faut activer des mesures. L'état d'urgence avait bien été décrété, pour la crise des banlieues en 2005, mais certes, seules quelques mesures de couvre-feu avaient été engagées. Lesquelles nous devons engager, cette fois-ci? Quels sont les besoins opérationnels? Il va y avoir une loi pour proroger l'état d'urgence. Est-ce qu'on propose des dispositions de modification de la loi sur l'état d'urgence? Et en réalité, cette réunion, elle dure une dizaine de minutes, même pas plus que ça, et on dit: «Bon, bah, cette mesure, il faut la modifier, cette mesure, on va la conserver, celle-ci, on va l'activer». Et on rentre dans l'état d'urgence. En pleine nuit. Absolument. En pleine nuit, pourquoi? Parce que dans les heures qui ont suivi, hem, des perquisitions administratives sont lancées par milliers dans l'objectif de créer un effet de saturation, pour, éviter toute réplique. Sur attentat, ouais. Exactement. On savait pas, à l'époque, on avait un risque et d'ailleurs, Abaoud a été interpellé quelques jours après, à Saint-Denis. Donc voilà exactement comment ça se passe. Hem, Vous parliez aussi de la façon dont se développe la soirée. En parallèle, les médias aussi s'emparent de ce qui se Mmh passe. mh. On est en 2015, les chaînes d'infos Mmh. sont déjà là. Comment ça se passe aussi, ce rapport à l'information? Est-ce que vous apprenez des choses via les médias ou est-ce que vous avez, comment se coordonne vraiment la remontée d'informations minute par minute, enfin, à partir de 22:00, jusque tard dans la nuit? On n'apprend rien par les médias, cette nuit-là. On sait tout ce qui va se passer, tout ce qui est en train de se passer et il y avait un très grand professionnel des équipes de communication. On n'est pas en train de s'amuser, il y a pas des forces enfin, nul ne s'amuse à essayer de faire son intéressant en donnant des informations à de la presse. Donc là-dessus, il y a pas de les Et choses sont assez claires. En tout cas, dans le souvenir que j'en ai. Et par rapport à la chaîne de décision, vous parliez de cette réunion dans le fumoir. Comment elle se structure aussi avec les différentes entités qui sont, accolées à ce ministère de l'intérieur pareil dans la nuit, on sait qu'il y a une réactivité, très importante à ce moment-là, mais comment sur le moment elle se structure? Moi, là, j'y étais pas vraiment, on a un ministre de l'intérieur qui est très proche de ses forces, qui est très proche, du préfet de police, voilà, tout ça a été relaté dans une commission d'enquête parlementaire où les choses ont été assez bien décrites. Comment la BRI a été mobilisée, comment le GIGN est resté en veille au cas où il y aurait eu d'autres attaques dans des espaces qu'on n'aurait pas identifiés. Évidemment, l'acte héroïque de 2 agents de la BAC 94 qui sont rentrés à Rentrer dans le l'intérieur et ont Bataclan. permis d'éviter, que la séquence de tuerie de masse se développe. Tout ça est assez bien relaté dans un rapport parlementaire, en réalité, tout à la gloire de l'intervention des forces de l'ordre. Dans une attaque de cette ampleur, quelle est la part de décision politique et la part de décision technique? Ah, c'est très compliqué de répondre à cette question. Hem, je pense qu'on atteint un niveau, avec Bernard Cazeneuve, de maîtrise technique qui est absolument inégalé et inégalable. C'est-à-dire que, il avait, une maîtrise, non mais jusque,
dans les détails des fichiers de renseignement. Il avait une capacité à interpeller tel et tel directeur. Vous savez, la police nationale, c'est une diversité de directions. Vous avez la préfecture de police qui est pareil, une structuration assez exorbitante de tout ce qui peut exister, avec qui il y avait une relation d'extrême confiance. Le général Favier, qui était qui est l'un des plus grands héros de la gendarmerie nationale, qui était directeur général de la gendarmerie nationale, avait ouvert et avait créé des relations de confiance avec le ministre de l'Intérieur absolument exceptionnelles. Et donc, en fait, on a un ministre qui est en grande confiance et en grande harmonie avec ses forces. Donc, il était aussi technicien que politique, et de ce point de vue-là, et je le dis sans aucune flagornerie, il avait une maîtrise que même des personnes qui ne sont pas de son camp politique lui reconnaissaient bien Bien volontiers. sûr. Voilà. Vous les heures se déroulent dans la nuit, mais vous suivez aussi la traque, d'Abaoud dans les jours qui suivent? C'est une des préoccupations du cabinet en lui-même, Oh bah, de la partie sécurité, oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis au cours du week-end, en plus, le ministre reçoit avec son conseiller diplomatique heu, les différents représentants de la Commission européenne. Nous, on a mis 6 mois pour faire passer une loi renseignement. On a mis 6 ans pour faire passer le PNR, qui permet la traçabilité des personnes qui sont inscrites au fichier des personnes recherchées lorsqu'elles quittent au sein même de l'Union européenne. Donc oui, ça avait été des moments heu, un peu durs, hein, avec la Commission européenne de ce point de vue-là. On a travaillé en franco-allemand, puisqu'on avait aussi un ministre qui avait été ministre des Affaires européennes et qui était attaché à l'action européenne, ce qui était aussi l'une de ses forces. Et donc après, il y a la traque de Abaoud qui se fait par les forces de sécurité. Et effectivement, quelques jours après, bah, moi, j'étais pas concerné par ça. bien sûr. Voilà. Mais en tant qu'entité dans le cabinet et Bah, la évidemment. façon dont le cabinet le vit également, parce qu'on est dans une structure Bah, qui entoure un ministre ouais, et c'est la partie sécurité qui gère tout ça. C'est la partie sécurité qui gère tout ça. La com est forcément informée. Nous, il faut comprendre qu'assez rapidement, il y a le congrès. Heu, la nécessité, parce qu'on regarde les choses avec des lunettes d'aujourd'hui, mais il y avait un risque heu, que la République vacille. Et la volonté du président de la République de vouloir, y compris en proposant des mesures qui étaient contre ses convictions les plus profondes pour réunir le pays, elles peuvent être discutables, elles peuvent être contestables, mais elles étaient animées de la volonté de faire tenir la République debout. Et donc, voilà, nous, on sent qu'il va se passer quelque chose autour de la déchéance. de nationalité. On sent exactement, on sent aussi assez rapidement que le consensus qu'on était parvenu à obtenir, le consensus heu, transpartisan qu'on était parvenu à obtenir après Charlie Hebdo, va être plus difficile à S'effriter un peu. à réunir dans le cadre de ces attentats. D'ailleurs, il y a une commission d'enquête parlementaire heu, qui, de ce point de vue-là, n'a pas été à la même hauteur que celle qui avait eu lieu après les attentats de Charlie Hebdo. Et donc, on sent que les choses vont évoluer, qu'il faut tenir le Parlement, tenir notre majorité. Et c'est plutôt là qu'on est mobilisé. Quelle part vous prenez dans l'organisation du congrès? Pour rappel, le congrès, c'est ce qui va rassembler, les députés et les sénateurs, à Versailles. Heu, Honnêtement, c'est le président de la République qui a la manœuvre. C'est complètement le président de la République qui a la manœuvre. Heu, non pas qu'on n'ait pas au ministère de l'Intérieur soufflé enfin, quelques idées en lien avec le discours, mais c'est vraiment le président de la République. Le Congrès, c'est la compétence du président de la République, clairement. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer dans votre position à vous en tant que conseiller parlementaire au moment de ces attentats, que ce soit en janvier ou en novembre, quand on vit un moment comme ça?
et auxquelles on n'est pas toujours ou forcément, préparé? D'un point de vue professionnel ou personnel? Les 2. C'est très difficile de répondre à votre question. Heu, Ce qui est certain, c'est que la manière dont a évolué l'arsenal juridique dans cette période a quelque chose d'inédit. On a fait passer énormément de lois. Ce qui est très dur à vivre après le 13 novembre, c'est, effectivement, faire face à, une situation qui est politiquement compliquée, avec une base politique qui s'est largement effritée et qui va se traduire par des commissions d'enquête parlementaires, extrêmement, comment dire? Intrusives, avec parfois aussi, le règne du, soupçon dans la presse qui était pas facile à gérer. Heu, c'est plus après le Charlie Hebdo, c'est enfin, faire passer une loi sur le renseignement, ça nous paraît évident aujourd'hui. À l'époque, ça l'était pas du tout, du tout, du tout. Après le 13 novembre, c'est plutôt les conséquences de l'état d'urgence qu'il nous faut, gérer, puisque en fait, il y a eu une jurisprudence de l'état d'urgence, une jurisprudence administrative de l'état d'urgence qui a mis du temps à se développer. Et parallèlement à ça, il y a eu, un contrôle parlementaire parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une société, les contre-pouvoirs, dans une démocratie, ils s'expriment toujours quelque part. Et donc, comme il y avait des pouvoirs qui étaient exorbitants, dans le cadre de l'état d'urgence, bah, il y avait des contre-pouvoirs qui s'étaient créés. D'abord, au parlement et puis, petit à petit, une jurisprudence de l'état d'urgence qui s'est peu à peu renforcée et qui, a réduit, mais ça se comprenait, l'intérêt de l'état d'urgence en tant que tel. Et de manière personnelle, sur votre vision aussi de votre profession, de votre métier? Bah, c'est d'abord Parce que vous avez j'anticipe peut-être un peu, mais vous avez, après votre mmh carrière en tant que conseiller parlementaire, travaillé aussi dans la déradicalisation. mmh. Les questions qu'on se pose déjà, bon, il y a plusieurs choses, on sent bien qu'entre le 17 novembre, qui est le congrès et le passage de, la déchéance de la nationalité, il va se passer plein de choses qui vont rendre les choses un petit peu compliquées et d'ailleurs, on était convaincus assez rapidement, au sein du ministère de l'Intérieur, que c'était pas la meilleure des idées de la terre que de faire la déchéance de nationalité et qu'à un moment donné, ça allait entrer dans une impasse et d'ailleurs Bernard Cazeneuve l'a plaidé auprès du président de la République. Heu, on se pose la question sur la société dans laquelle on est, mais en fait, on se pose tout le temps la question de la société dans laquelle on est. On a 3 en fait, quand on travaille au ministère de l'Intérieur dans cette époque, on travaille dans un contexte où il y a des milliers d'enfants de France qui ont décidé d'aller en Syrie et donc forcément, ça pose la question de la société française. Il y avait tout un travail qui était tout à fait remarquable, qui avait été lancé par le ministre sur le dialogue avec les cultes qui n'existait pas auparavant. Donc il y avait tout un travail qui avait été mis en place avec les instances de dialogue. Et puis on est aussi en 2015, là on parle beaucoup des attentats, mais c'était aussi la crise des réfugiés. Mmh. La crise des réfugiés, ça avait été, et d'ailleurs elle est concomitante aux attentats Parce puisque que ça leur a permis aussi exactement. de revenir de Syrie. Exactement, exactement et on avait l'objectif de passer une loi asile. Ça, c'était plutôt facile parce qu'il y avait, mais c'est incomparable avec les velléités. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait impensable de passer la loi asile qu'on a passée à l'époque, Qui consistait? qui consistait essentiellement à reprendre des directives européennes et à la traduire dans notre droit, mais ça créait à la fois des droits nouveaux pour les demandeurs d'asile, notamment d'un recours suspensif après une décision de l'OFPRA. Ça avait pour effet également de créer de nouveaux droits, pour les personnes qui, sont atteintes d'un traitement, inhumain et dégradant dans leur pays d'origine et puis ça créait, l'hébergement directif. Et puis, dans ce contexte-là, on souhaitait aussi mettre en place une loi immigration, qui était sur, une loi relative aux droits des étrangers en France.
et qui avait pour, un équilibre qui était pas simple à tenir, qui était à la fois certaines mesures, de lutte contre l'immigration irrégulière et puis, des mesures qui étaient plus attractives pour, les étrangers et puis aussi, revenir sur les lois Guéant, qui nous paraissaient, inacceptables, mais qui aujourd'hui, sont presque, sont presque laxistes quand on voit l'évolution de la législation et donc tenir cet équilibre dans ce contexte était quelque chose de difficile et en fait, quand on met bout à bout les questions qui sont en lien avec l'immigration, la question qui est en lien avec la radicalisation, on est forcément conduit à se poser des questions sur la société. En tout cas, moi, c'était mon cas, heu et heu et on se demande si on va vraiment au bon endroit et 10 ans après, la question, elle mérite toujours d'être posée. De te poser. C'est un peu, personnel et ça engage votre avis aussi, mais, en sur quoi l'État a pu, faillir aussi, à ce moment-là? Vous parliez de racines dans à ces problèmes de perspective aussi. En quoi l'État a failli à certaines de ses missions pour prévenir, ce genre d'événement? Bon, la question, elle est beaucoup trop vaste pour pouvoir Bien donner une sûr. réponse. Ce qui est certain, c'est que, moi, je l'ai dit dans des fonctions puisque j'ai, vous l'avez dit, développé, un grand programme de prévention de la radicalisation. L'idée qui consistait à dire que expliquer, c'était déjà un peu excuser, me paraît donc, d'une certaine manière, une castration de la pensée, me paraît pas être de bonne politique dans un moment où il y a plusieurs, milliers de Français qui décident d'aller en Syrie parce que, heu, pour s'engager, dans une impasse en réalité et donc ça pose la question d'un mal-être, ça pose la question, du projet républicain. Est-ce que c'est un projet dans lequel on se sent, complètement, incarné et en tout cas dépassé? Et ces questions-là, il est tout à fait délicat de faire l'impasse dessus et c'est peut-être à un moment donné ce qu'on a fait et je pense que ces questions-là n'ont pas été non plus à froid traitées. À chaud, ça peut être compliqué, mais à froid, ça n'a pas non plus été traité au cours de ces 10 dernières années. Est-ce qu'il y a encore des choses que le grand public ne réalise pas forcément, aujourd'hui sur, la violence, sur, la complexité de ce qui s'est déroulé, lors des attentats en 2015? Je pense que le grand public ne prend pas la pleine mesure de, l'extraordinaire professionnalisme des forces d'intervention. Il y a eu des attentats dans d'autres pays, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fusillade à Orlando, Oui, dans mon souvenir où, je veux dire, comparé à, l'intervention de la BRI au Bataclan, il oui, y bien aura sûr. beaucoup à dire. Donc il y a eu un extraordinaire professionnalisme. La séquence de tuerie de masse, elle a duré quelques minutes. Et objectivement, c'est tout évidemment quelques minutes de trop, évidemment, mais en tout cas, il y a eu un très grand professionnalisme et puis il y a eu des actes d'héroïsme incroyables et vraiment incroyables, qui aujourd'hui encore, sont bouleversantes. Donc il y a eu vraiment des actes d'héroïsme incroyables de la part, évidemment, on parle du policier de la BAC, mais il y a, le videur du Bataclan, qui est, allé, à l'intérieur, qui a vu arriver les terroristes. Il est allé à l'intérieur pour aller, ouvrir Ouvrir les portes. les portes de derrière, qui voyant que se disant que tout le monde n'était pas sorti, est re-rentré à l'intérieur pour faire sortir d'autres personnes. Au Stade C'est de des actes France également, la personne qui a empêché certaines terroristes. exactement. Donc il y a eu des actes d'héroïsme et qu'on n'imagine pas. Heu c'est toujours intéressant de voir que pour certaines d'entre elles, c'était des personnes étrangères. Ouais. Et je trouve que, il y a eu des héros ce soir-là. C'est assez impressionnant aussi de le voir, enfin, je sais que personnellement, c'est un épisode qui m'a beaucoup intéressé sur la façon dont l'État, via ses différentes forces, s'est articulé ce soir-là. De voir aussi à quel point, la coordination entre, le renseignement, la DGSE, la DGSI également, pour traquer, pour, également voir, identifier, les auteurs.
et se réarticuler derrière. C'est toujours quelque chose qui m'a impressionné. Donc, comment vous, quand vous le voyez de l'intérieur, c'est quelque chose donc que vous réalisez pas forcément? Bah, moi, je suis pas en première ligne avec eux. Oui, en Heu, fait, ça relève tellement de la banalité quand on le voit de l'extérieur. On se dit: ben c'est le cours des choses, c'est normal que ça se mette en place». Mais à la fois non, quand on c'est pas normal que ça se mette en non, non, place. non, non, Parce que je parle du regard extérieur, hein. non, non, mais ce qu'il faut avoir, c'est que c'est quand même des services qui ont le culte du secret Oui, bien sûr. et qui ont pas tout à fait la même culture. Donc moi, je les ai côtoyés à l'occasion de la loi renseignement. C'est-à-dire que créer un service public du renseignement tel qu'on l'a créé, heu, objectivement, c'est quelque chose d'assez, enfin, il y a que le contexte qui nous a permis de le faire et forcément, il y avait, on a essayé de créer un équilibre, juridique, où plus une technique, de renseignement était intrusive, plus elle entraînait des contrôles. Et on a créé cet équilibre avec des, des agents des agents, des militaires de la DGSE, qui, bah, forcément, n'ont pas l'habitude de dire, «Bah, voyez, ça fonctionne comme ça. Un algorithme, ça fonctionne comme ça» ou «On sait faire ça». C'est vrai qu'on a créé un bah, déjà, on avait des parlementaires qui nous demandaient parce que, c'est ce qui est rigolo, c'est que c'est toujours la gauche qui doit faire ces lois-là. La loi précédente, c'était 91. Là, c'était aussi nous et donc on a un rapport aux libertés publiques qui est, forcément, plus aiguisé. Et par conséquent, il y avait des demandes qui étaient très fortes des parlementaires et il fallait les faire, d'une certaine manière, révéler, leur process de fonctionnement. Mais ils avaient aussi besoin d'avoir un cadre juridique qui leur permettait de faire des choses puisque jusqu'à présent, on était sur, une loi qui datait de 1991 sur les interceptions de sécurité à une époque où il n'y avait pas internet et donc ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire et pouvaient ne pas faire. Et surtout, Heu, bon, on est dans un pays étranger, heu, le rapport à la liberté et aux droits des personnes est moins sensible que quand c'est des opérations qui sont à faire en France sur nos, citoyens et donc il y avait toute cette tension-là autour de cette loi et oui, c'est des cultures différentes et donc le travail, en commun, c'était, forcément, un défi. Voilà. Jules, merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous sur votre parcours et sur la façon dont vous avez, vécu, ces épisodes, en 2015 et même de voir un petit peu comment vous vous percevez, la manière dont l'État se réarticule dans un moment comme celui-ci. C'est, hyper intéressant. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Plein Phare. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute. Merci beaucoup et à très bientôt.